Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Odan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va, on ne peut mieux. En effet, Ravensburger a annoncé hier soir la création d'une banlist avec les deux premières cartes qui la rejoignent et ça fait extrêmement plaisir. Avant de passer à la vidéo, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager celle-ci, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. On remercie également Oupi, le sponsor boutique de la chaîne que vous retrouverez du côté de Salange dans le 74 ou bien sur leur site internet oupi.eu. Vous y retrouverez évidemment tous les produits Lorcana, mais pas que. Si vous aimez l'univers du TCG et du jeu de société en général, foncez voir tout ce qu'ils proposent. Le lien est évidemment en description de vidéo, tout comme le lien vers mon Instagram et vers le Discord Alter Ego. N'hésitez pas à nous y rejoindre dessus. Et on passe tout de suite à l'article. Comme vous pouvez le voir, les deux premières cartes qui rejoignent la banlist sont évidemment Flaversham, fabricant de jouets. Pour rappel, c'était la 1-6 pour 4 en Crab Killer 1. Lorsque vous jouez ce personnage ou lorsque vous l'envoyez à l'aventure, vous pouvez bannir l'un de vos objets pour piocher deux cartes. On l'a depuis le set 2 et c'est évidemment une très bonne nouvelle qu'elle soit bannie. On aurait pu espérer, enfin on aurait pu penser qu'ils allaient faire la même chose qu'avec Bucky, à savoir un errata, mais je pense que c'est vraiment pas une bonne idée parce que les errata c'est tout simplement vite très compliqué à s'y retrouver. Surtout pour les nouveaux joueurs, mais même pour les joueurs, d'une manière générale, se rappeler qu'une carte a été erratée avec tel ou tel texte, ça peut vite devenir compliqué. Et la deuxième carte qui fait un petit peu plus surprise dans cette banlist, c'est évidemment la Fortisphère, la sphère d'endurance. Pour rappel, hein, c'était un objet pour 1 en gris. Lorsque vous jouez cet objet, vous pouvez piocher une carte. Ensuite, l'effet d'à côté était n'était jamais joué globalement. Pour 1, on pouvait bannir cet objet, choisir un de ces personnages qui gagnait rempart. Évidemment, on l'a joué très fortement dans la synergie bleu-gris avec le Flaversham, puisque vous piochez 1 au tour 1 et au tour 4, vous pouviez tout simplement la bannir pour piocher 2. On le sait, ça faisait une boucle assez infernale avec le nouveau venu, le Tamatoa, qui lui, pour le coup, permettait de, quand il arrive en jeu, de récupérer 2 objets, de les rejouer ensuite pour piocher 1, de les redétruire avec Flaversham, etc. Bref, c'était l'enfer, donc très bonne nouvelle de voir que Ravensburger a réagi au meilleur moment. En plus, je pense vraiment que bannir ces deux cartes un mois après la sortie et grosso modo 3 semaines avant les 7 championships, c'est tout simplement parfait. On a pu voir en fait avec les différents tournois qui ont eu lieu cette semaine que la méta était à un point un petit peu de non-retour. Tout le monde jouait du bleu objet value, que ce soit bien évidemment le bleu-rouge ou le bleu-gris. Alors le bleu-gris, ça pouvait être des versions aggro, des versions contrôle, des versions mid. En fait, tout était fort parce que cette synergie-là, cette espèce de value qu'on faisait avec ces boucles-là était tout simplement trop forte. L'autre carte qui rendait évidemment cette stratégie très forte en bleu-gris, c'était la belle. Donc en fait, je pense que on aurait pu penser qu'ils allaient bannir uniquement le Flaversham, mais je pense en effet que en fait, on aurait eu un bleu-gris qui aurait été un petit peu trop fort, tout simplement parce qu'il y a la belle. La belle, c'est la nouvelle carte du 7-7 pour 3 ancrables, une 3-3 Killer 1, mais on peut la jouer gratuitement si on bannit un de nos objets en jeu. Donc évidemment, dans le bleu-gris, on avait 8 objets avec la glace à l'eau, 8 objets qu'on pouvait bannir, enfin qu'on pouvait jouer au tour 1 et bannir au tour 1 pour poser une belle. Et pourquoi est-ce que c'était déjà trop fort? Et tout simplement parce qu'en fait vous aviez un Steelsong mais sans les malus du Steelsong, un Steelsong en plus non pas avec du jaune mais avec du bleu. Vous n'aviez plus besoin d'avoir des personnages mélomanes puisque le bleu vous permet de ramper. Vous n'aviez plus besoin de faire des sœurs bleus parce que vous aviez suffisamment de pioches avec le Flaversham. Et là où en fait le Steelsong est à mon sens plus équilibré, c'est que en fait vous avez besoin de jouer des personnages qui qui sont mélomanes, donc des personnages qui vont potentiellement être ciblés par vos adversaires pour pouvoir utiliser leurs effets. Et pour piocher, vous êtes obligé de jouer en gros un Soreve bleu et donc redonner aussi une main à votre adversaire. Et en fait, tout simplement, le bleu-gris pouvait faire tout ça sans aucun malus. Donc c'était trop fort, je pense. Fortisphère plutôt que glace à l'eau, je pense que c'est, comme on va le voir dans la suite de l'article, c'est tout simplement parce qu'ils veulent quand même que le bleu reste un petit peu avec cette mécanique objet et que le gris, lui par contre, n'a pas forcément besoin de jouer cette mécanique objet un petit peu value. Enfin en gros c'est pas comme ça qu'ils veulent que ce soit joué. Bon, on va passer à l'article, ce sera plus simple. Donc là on a toute une partie sur le fait que la directrice marketing de chez Ravensburger nous dit qu'aucune carte n'est jamais conçue dans l'intention de ne pas être jouable en compétition.
Oui, alors j'avais plutôt l'impression qu'elle disait l'inverse, que toutes les cartes... En fait, c'est un peu bizarre de dire ça parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes qui sont grosso modo jamais jouées et on le sait juste en lisant la carte qu'elles ne seront plus jamais jouées, notamment maintenant les espèces de cartes de 2 vanilla un petit peu, ça on sait que ce sera jamais joué. Mais en effet, dans l'optique de maintenir un metagame sain et stimulant sans avoir l'impression de faire face aux mêmes stratégies en boucle, l'équipe de développement du jeu a pris cette décision difficile pour le bien du jeu. Nous savons que les bannissements doivent rester une exception et nous n'y aurons recours que lorsque cela sera nécessaire pour garder le jeu compétitif sain et plaisant pour les joueurs. Alors moi je suis pas d'accord quand elle dit que c'est une décision difficile qui a été prise pour le bien du jeu. Je pense au contraire que c'était quelque chose qui était réclamé par beaucoup de gens. En tout cas, moi je sais que je faisais partie des gens qui trouvaient que la méta devenait vraiment ennuyeuse. En gros, on avait plus de 60% de chances de rencontrer un bleu value, que ce soit un bleu gris ou un bleu rouge. C'était vraiment pas très intéressant. Et en plus, ces decks-là, son trop value était tout simplement trop fort. Et en fait, ça bloquait même la créativité de certains joueurs pour pouvoir créer de nouveaux archétypes, de nouveaux decks. En fait, tout était un petit peu bloqué par ces deux decks-là. Donc, je pense au contraire que c'est pile poil le bon moment. On peut pas je pense qu'on peut pas dans un TCG continuer à rajouter des cartes année après année et ne jamais avoir quelque chose en fait qui est trop fort. Donc ils ont réussi quand même l'incroyable tour de force d'avoir tout simplement une méta saine pendant 5 voire 6-7, parce que la méta du 7-6 commençait à devenir un petit peu pénible, mais c'était encore supportable. Là au 7-7 clairement c'était l'enfer, donc il fallait faire quelque chose. Donc je trouve que c'est très bien. Les banlists en plus c'est le mieux. Les errata, on l'a vu avec Bucky, c'est un petit peu compliqué à suivre. Les banlists c'est très bien parce qu'en fait une carte qui est bannie peut très bien revenir dans le jeu plus tard. Donc en fait il y a absolument aucun problème à ça. Ça va permettre d'assainir la méta, de proposer, j'espère en tout cas, des nouveaux decks dans la méta, pas uniquement la résurgence des Steel Song, des rouges-violets. J'espère vraiment qu'on va voir du bleu-violet contrôle au sommet de sa forme, que le vert jaune agro-mid va vraiment prendre de la place dans la méta. Bref, on va continuer à lire l'article, sinon on va se perdre. Donc les cartes Flavorsham, fabricant de jouets et sphère d'endurance ne sont pas supprimées du jeu. Donc c'est aussi le gros avantage d'une banlist, c'est que les cartes peuvent être bannies à un moment parce qu'elles sont trop fortes. Mais par exemple dans 1 an ou dans 3 mois ou au prochain set par exemple, ils peuvent choisir de remettre Flavorsham puisque la méta aura changé. Potentiellement les autres decks auront pris du power level, donc remettre Flavorsham dans une stratégie objet, ça pourrait avoir du sens, ça pourrait en tout cas pareil renouveler la méta. Et moi je pense que vraiment faire des banlists, alors pas forcément tous les mois ou trop souvent, mais pourquoi pas au bout d'un mois de chaque set, savoir qu'il peut y avoir une nouvelle banlist qui tombe. Moi ça me dérangerait pas, ça permet vraiment de corriger s'il y a des erreurs et ça permet de donner un petit peu un second souffle à la méta en permettant en tout cas des archétypes qui n'existent pas à l'heure actuelle de voir le jour. Et je trouve que c'est très bien d'avoir du renouveau dans une méta d'un TCG, sinon on s'ennuie vite et on tourne vite en rond. Là par exemple le bleu-rouge, je trouve que ça fait quand même depuis le 7, allez on va dire le 7-4, qu'il est vraiment dominant, qu'il est même à mon sens un petit peu trop fort et qu'il empêche d'exister beaucoup trop de decks, qu'il empêche vraiment de voir plein de diversité dans l'Orcana, même si au 7-4, au 7-5 on pouvait quand même jouer plein d'autres decks. Je trouve quand même qu'il était vraiment très écrasant, mais voilà, je suis content du coup qu'au bout du 7-7 là on arrive enfin à nerfer un petit peu les decks qui sont là depuis trop longtemps pour un petit peu laisser la place à d'autres choses et en fait tout simplement faire un renouveau dans la méta, et ça je pense que c'est le mieux. Donc ensuite on a une lettre de Steve Warner, le co-lead designer de Disney Lorcana TCG. Il nous dit quoi? Il nous dit: chers Illumineurs, nous vous écrivons à propos de la récente décision de bannir les cartes Flavorsham et Sphère d'endurance du format construit. Donc le format construit, c'est le format qu'on joue tous lorsqu'on fait des sets championship et évidemment des Disney Lorcana Challenge. Cette décision n'a pas été prise à la légère et nous comprenons qu'elle puisse susciter une certaine déception. Et ben moi c'est pas du tout le cas, pour le coup je vous l'ai déjà dit, mais moi je suis vraiment content qu'il y ait enfin une banlist. Je suis content en fait qu'il y ait il provoque un petit peu un changement de méta et je suis très content qu'il y ait la banlist qui soit mise en place. Je pense que c'est la manière de faire la plus saine pour un TCG. Cependant, nous pensons que cela est absolument nécessaire pour préserver le plaisir et l'équipe du jeu.
entièrement d'accord. Notre objectif principal avec Nisei Arcana est de créer une expérience amusante et agréable pour tous les joueurs. Après une observation poussée et les retours de la communauté, il apparaît clairement que Flavorsham et Sphère d'Endurance mènent à des scénarios de jeu qui vont à l'encontre de notre objectif. Plus précisément, l'impossibilité pour les joueurs adverses d'interagir avec Flavorsham est très frustrant, et ce que nous souhaitons pas dans un jeu comme Disney Arcana. Alors ça, évidemment, on l'a tous vécu. On arrive à faire un peu, on arrive à s'en sortir un petit peu contre bleu-rouge. On se dit ok, il s'épuise un petit peu, et au tour 4 on sait que s'il pose un Flavorsham et qu'il a déjà joué 1 ou 2 objets, et ben c'est reparti, il va piocher 2, au tour d'après il va repartir à l'aventure, repiocher 2, donc en fait piocher 3 par tour juste avec une carte. Bah c'est tout simplement trop fort. En plus quand il pioche, il peut avoir la possibilité de piocher une autre glace à l'eau ou une fortisphère si on est en bleu-gris, et en gros ça devient tout de suite vraiment ingérable. En gros il va piocher trop, il va faire trop de value. En plus on sait que c'est des decks qui aiment arriver dans le late game, et si on les laisse arriver dans le late game avec plein de solutions en main, et bah tout simplement ça fait ce que ça a fait. Des parties en fait qui sont à partir d'un certain point plus du tout intéressantes à jouer, parce qu'on sait que quoi qu'on va faire, et ben en fait on va la perdre, ça va prendre du temps et ça va être un petit peu pénible. Donc vraiment une très très bonne chose. Les objets comme Sphère d'Endurance que la capacité de Flavorsham bannissait avant même que l'adversaire puisse faire quoi que ce soit donnaient un avantage considérable qui était pratiquement imparable. La Sphère d'Endurance a été bannie car nous estimons qu'elle mettait trop l'accent sur l'utilisation des objets en acier, ce qui ne correspondait pas avec les forces principales de chaque encre. Alors ça c'est assez marrant, ils veulent vraiment thématiser et donner une identité à chaque couleur d'encre. Bah ça c'est très bien. En effet, en plus pour le coup, pour moi, enfin en tout cas dans mon imaginaire à moi, je sais pas si vous le partagez, mais la couleur qui pioche pour moi c'était le violet, et c'est vrai que depuis le set 2 et de plus en plus depuis le set 2 en fait le bleu peut ramper et piocher, donc en fait il piochait même mieux que le violet. Donc c'est vrai que le violet si on voulait jouer un deck qui pioche, il n'y avait plus vraiment de raison de jouer violet, autant jouer bleu, c'était beaucoup plus efficace. Et c'est assez marrant qu'ils mettent l'accent là-dessus, sur le fait que chaque couleur d'encre doit avoir une identité, et on le sent un petit peu quand on joue, mais c'est vrai que pour le coup le bleu là prenait vraiment trop d'avance, enfin manger un petit peu l'identité du violet avec la pioche. Je pense qu'ils veulent garder cette mécanique objet, c'est pour ça qu'ils bannent la Sphère d'Endurance et pas la glace à l'eau, parce qu'ils veulent qu'on joue des objets en bleu et qu'on les fasse revenir avec les Tamatoa et tout, et toute la clique. Mais en effet, permettre de piocher autant avec le Flavorsham, c'était à mon sens une erreur. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent ensuite? Au lieu de favoriser une profondeur stratégique, jouer ces deux cartes ensemble menait souvent à des résultats imprévisibles et unilatéraux. Et moi je pense aussi que le vrai problème de Sphère d'Endurance, c'était pas forcément que ça nourrissait trop Flavorsham, c'était aussi que ça permettait d'avoir trop de stabilité dans le bleu-gris pardon, avec la sortie Belle, on en a déjà parlé, mais la Belle c'était une espèce de Cendrillon boosté aux hormones, et en fait avec la value du bleu, il n'y avait plus aucune raison de jouer Steelsong, parce qu'en fait Steelsong on est obligé de trouver des manières de piocher en Steelsong qui sont soit réponse soit ce rêve bleu, et les deux sont des manières de piocher qui sont pour l'une conditionnelle, il faut qu'un de nos personnages ait une blessure, et pour l'autre il faut que ça peut donner aussi un avantage à l'adversaire, et ça nécessite d'avoir des personnages qui puissent chanter ça. Là c'est vrai qu'en bleu-gris en fait on pouvait jouer globalement les mêmes chansons qu'en Steelsong, à savoir perdu dans l'hiver, Plus ardent que le feu des volcans et Zeus, mais qu'on n'avait pas besoin de s'enquiquiner avec un ce rêve bleu. En fait on pouvait juste jouer des Flavorsham et profiter de la value un petit peu infinie que proposait Flavorsham pour toujours avoir de quoi chanter, toujours avoir de quoi de prendre le board. En fait c'était oui, en fait ça devenait, je pense que c'était en train de devenir vraiment trop fort. Et dans la mécanique du bleu rouge, moi je suis pas contre avoir un deck contrôle comme le bleu rouge qui domine en late game, mais par contre il faut pas que ce soit trop facile pour lui d'arriver en late game sans encombre. Et là en fait Glace à l'eau Flavorsham, ça offrait vraiment une trop grande facilité pour le bleu rouge pour ne jamais s'épuiser, contrôler tout en rampant, et en fait ça faisait que la partie, il fallait vraiment avoir des départs explosifs et sans aucune erreur pour espérer remporter la partie quand on est sur le play. Et sur la draw globalement, hormis si l'adversaire brique ou a vraiment une sortie catastrophique,
c'était quasiment mission impossible de tenir tête à un bleu-rouge. Et là, je parle vraiment que en jouant un archétype qui était censé le battre à plat de couture, parce que si on jouait un deck mid-range par exemple, c'était juste perdu d'avance. On savait que que contre les stratégies bleu-rouge, on pouvait pas gagner, et c'était dommage parce qu'en fait on voyait que tous les autres archétypes, genre le gris-violet, le jaune-vert, en fait ils essayaient tous de tendre vers le côté aggro plutôt que vers le côté mid-range, et moi personnellement je trouve que c'était dommage d'avoir vraiment juste un jeu un peu binaire, soit t'es hyper aggro, soit t'es control value. Je trouvais qu'il manquait justement cette espèce de pool renard vipère où il y a l'aggro, il y a le midrange et il y a le contrôle, et tous les trois en fait forment un espèce de trinité vertueuse où chacun a un avantage sur un autre des match-ups, et en fait ça permet une diversité dans la méta. Là on l'avait plus du tout. Et en plus l'autre problème c'est que le Steelsong faisait trop bien la chasse aux stratégies aggro, donc en fait il perdait globalement naturellement contre le bleu-rouge, et il chassait et il prédatait en gros tous les decks qui pouvaient eux espérer battre le bleu-rouge. Donc en fait c'était assez drôle de voir que bleu-rouge avait son gardien, et que son gardien en fait c'était vraiment pas un deck qui lui faisait peur au bleu-rouge d'une certaine façon. Alors oui, en Steelsong il y avait la stratégie un petit peu où on essaye de jouer, de bien timer nos rêves bleus pour le faire défausser toutes ses cartes, mais c'était quand même assez compliqué. Bon, la suite de l'article, parce que là on s'éparpille un petit peu. Nous avons également discuté et considéré le fait de bannir la carte Glace à l'eau. Nous pensons que la Glace à l'eau sans Flavorsham continue d'apporter de la valeur à certains decks basés sur une stratégie objet. Ceci reste en phase avec ce que le Saphir est censé faire, ce pourquoi nous avons préféré la sphère d'endurance et laisser les Glace à l'eau jouables. Bon là ça rejoint un petit peu ce que j'étais en train de dire, c'est que le bleu veut garder cette identité objet, et du coup c'est vrai que Glace à l'eau sans Flavorsham c'est pas si fort que ça. Enfin, on a la Judy Hopps qui pourrait remplacer un petit peu le Flavorsham, mais ça ferait piocher que 1 et qu'une seule fois. Et puis en fait en bannissant la Glace à l'eau, on faisait ce qu'ils appellent un shadow ban. En fait, on bannissait aussi l'ensemble des cartes qui synergisent avec la Glace à l'eau, notamment le Nick Wild, même si bon, on l'a jamais vu, ce sera peut-être l'occasion de le voir. Ça enlevait aussi la Judy Hopps, ça enlevait grosso modo les Tamatoa. En fait, ça enlevait trop de cartes juste avec une seule carte. Donc je pense que, honnêtement, je pense qu'ils ont vraiment vu juste. Ils ont ban vraiment juste les 2 cartes qu'il faut pour, à mon avis, rééquilibrer la méta. Bien que nous apprécions les stratégies créatives que les joueurs ont développées avec les cartes, la présence de Flavorsham jouée et sphère d'endurance a finalement nui au plaisir et à l'équilibre du jeu que nous nous efforçons de maintenir dans Disney Lorcana. Oui, alors ça c'est assez marrant parce que tu fais Glace à l'eau Flavorsham et tu te dis tiens, si on faisait exactement pareil que Glace à l'eau, mais dans une autre couleur, histoire de donner encore plus de nourriture au Flavorsham. Je trouve que après, peut-être qu'ils pensaient qu'on allait plus jouer la sphère d'endurance pour son côté rempart et pas forcément avec du bleu et avec du Flavorsham. C'était un peu utopique, je pense, de penser que les gens feraient pas l'association, enfin la ressemblance en fait entre la sphère d'endurance et la Glace à l'eau est vraiment trop proche pour qu'on se dise en fait si la Glace à l'eau marche si bien avec Flavorsham, pourquoi la sphère d'endurance marcherait pas si bien avec Flavorsham? Et en fait du coup on se retrouve avec le deck bleu-gris qu'on a actuellement, qui est tout simplement trop fort, peu importe l'archétype, qu'il soit aggro, mid ou contrôle. En fait les trois sont vraiment trop forts. Nous pensons qu'un jeu sain et dynamique requiert une diversité dans les possibilités de stratégies viables compétitivement, exactement, et aussi et surtout un renouveau, parce que si on a toujours un petit peu les mêmes decks qui sont viables, même si c'est diversifié, si on a toujours les mêmes 4-5 decks qui dominent, ça peut devenir un peu lassant, d'autant plus si chaque set apporte environ 1, 2 ou 3 cartes maximum au deck, ça peut quand même devenir pénible. Donc j'espère qu'ils vont continuer à surveiller la méta et essayer de faire un petit peu des bans un petit peu précis, mais pour le bien de la méta, pour renouveler la méta en tout cas. Nous comprenons que le fait de bannir des cartes puisse perturber les decks et stratégies déjà existantes, et nous nous engageons à soutenir les joueurs durant cette transition et continuerons de suivre de très près l'équilibre du jeu. Nous encourageons les joueurs à explorer de nouvelles options dans la construction de leur deck et à découvrir de nombreuses possibilités qui s'offrent à eux. Bref, oui, bon, en gros, ils sont conscients que ça peut chafouiner certains joueurs, notamment les gens qui viennent d'investir, je pense, dans des Tamatoa qui valent quand même assez cher. C'est vrai que ça peut être rageant de se dire bleu-gris était dominant, j'avais trouvé le deck que je voulais jouer pour les 7 Championship, j'ai investi beaucoup d'argent dans le bleu-gris et puis bam, il se fait nerf juste une semaine après.
Alors oui, c'est sûr que sur le coup c'est pénible, mais c'est un mal pour un bien. Je pense vraiment qu'à terme on sera content de voir que la méta va évoluer et va se diversifier, qu'on va voir plein de nouvelles cartes qui ont jamais eu la possibilité d'être jouées rentrer dans la course. Et oui, en effet, d'un point de vue argent, c'est sûr que si on investit tout notre argent dans le deck bleu-gris et qu'on se retrouve à ce qu'il soit nerfé le jour d'après, évidemment c'est frustrant. Mais bon, après c'est pareil. Moi personnellement, jouer des matchs miroirs à tout va, ça m'aurait pas du tout intéressé. Je trouve ça vraiment assez ennuyeux. Genre tu ramènes un bleu-gris, tu sais que tu vas jouer que contre du bleu-gris et que contre du bleu-rouge. Alors oui, il y a des versions différentes de bleu-gris, il y a des versions différentes de bleu-rouge, mais globalement, tu savais que si tu voulais gagner un gros tournoi, il fallait jouer bleu objet value, et que toutes les autres stratégies que tu pouvais jouer, c'était plus dans l'optique d'y aller pour du fun que d'y aller pour vraiment de la compétition. Et ça tombe bien parce que en fait ça fait quelques semaines maintenant qu'on a pas mal de retours sur les tournois qui ont eu lieu, et on le voit dans les tops. À chaque fois, il y a facile 60%, 65% et peut-être même plus de bleu objet value. Et en fait, c'est juste un petit peu dommage. Moi, je trouve que ça donnait pas très envie de se déplacer pour faire des tournois, de savoir en fait qu'on allait forcément rencontrer ces decks-là et qu'on allait être un petit peu obligé de les jouer pour pouvoir faire quelque chose. Maintenant, les autres crainte que ça peut éveiller chez certains, c'est évidemment le retour du Steelsong, le retour du rouge-violet. Alors moi je pense que oui, le Steelsong peut revenir et va revenir si le bleu-rouge disparaît un petit peu. Le rouge-violet, évidemment, il va revenir, mais c'est un peu le deck immortel de Lorcana, le deck qui ne meurt jamais, qui est toujours bon. Là, il n'a pas du tout été touché par les bans. Le Steelsong non plus. On aurait pu peut-être penser à un ban de plus ardent que le feu des volcans. Je pense que ça aurait peut-être donné un peu d'air à la méta, moins étouffante avec le gris. Enfin, on va voir, hein, on n'est pas devin. Et évidemment, l'autre stratégie qui va revenir en force, qui avait disparu en gros à cause du bleu objet value, c'est évidemment la stratégie discard, puisque avant en fait, quand on rencontrait un bleu-rouge, jouer discard ça servait plus à rien parce qu'on savait qu'à partir du tour 4 il allait pouvoir piocher énormément de cartes, et en fait tout notre plan de jeu discard allait tout simplement voler en éclats. Et après nous, les cartes qu'on pose, si l'adversaire peut jouer et peut répondre, c'était pas assez fort. Donc là évidemment je pense que le violet vert discard va revenir en force dans la méta. En gros il était déjà un petit peu présent, mais là je pense qu'il va vraiment prendre une part très importante. Et il faut pas oublier qu'il y a des cartes très intéressantes en violet, notamment le nouveau Kronk qui permet de pas subir les effets de la discard. Donc à voir si ça va pas devenir un peu trop étouffant et si ça va pas être juste des matchs miroirs de discard. Mais moi honnêtement je pense que c'est une très bonne chose. Je suis vraiment content que Ravensburger sorte de son silence. Ça commençait à être un petit peu long, et surtout en plus pour nous annoncer une news aussi géniale. La création d'une banlist, c'est globalement ce qu'il y avait de mieux à faire pour Lorcana. Et peut-être que la prochaine étape en tout cas c'est de prévoir un système de rotation de sets. Alors c'est peut-être un petit peu tôt, il y a que même pas 2 ans d'extension. Je pense peut-être l'année prochaine il faudra qu'ils commencent à penser à établir un système de rotation, d'une parce que les decks qui sont forts actuellement risquent, en tout cas si ils sont pas impactés par des bans, ils risquent de rester toujours au top, et ça peut être un petit peu pénible à la longue. Et l'autre chose évidemment qui peut être un petit peu problématique pour le bien-être du jeu, c'est qu'en fait au bout d'un moment se procurer des cartes du 7-1 ça va devenir très compliqué, voire mission impossible. Et du coup s'il n'y a pas un système de rotation, les joueurs qui commencent le jeu auront grosso modo aucune chance de tenir tête à des gens qui jouent depuis très longtemps au jeu et qui ont possibilité d'aller chercher toutes les cartes de toutes les extensions. Donc bref, très très bonne nouvelle. On attend maintenant d'autres news évidemment sur les dates des Worlds premièrement, ensuite les dates des DLC pour un petit peu organiser le planning des voyages de l'année pour aller tout simplement faire ces événements qui sont toujours géniaux. Et en tout cas c'est très bien, c'est vraiment le timing est parfait. On a le temps de s'entraîner pour les 7 championships qui commencent dans environ 3 semaines. On s'est bien amusé avec la méta bleue objet value, et maintenant on a un petit peu une bouffée d'oxygène pour tout simplement apporter de la créativité dans le jeu. Donc
très bonne chose, c'est exactement ce que j'attendais pour Lorcana. Merci Disney Lorcana d'avoir fait ça. Merci pour le timing, c'est tout simplement génial. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager celle-ci, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et ou une excellente soirée. Tout dépendra du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!